Au-dessus du Nigeria, il existe désormais quelque chose que la plupart des habitants ne soupçonnent même pas. Et si ce qui plane dans ce ciel, invisible à l'œil nu, pouvait décider du futur d'un pays tout entier? Cette question lourde de conséquences n'est pas sans rappeler d'autres épisodes de l'histoire moderne où le contrôle de l'espace aérien a bouleversé la trajectoire d'une nation. Durant la guerre froide, par exemple, la seule présence de satellites espions américains au-dessus de l'Union soviétique a suffi à changer l'équilibre mondial. Aujourd'hui, c'est le Nigeria qui se retrouve au centre de ce jeu silencieux. Depuis le mois de novembre, chaque jour, des appareils d'un genre particulier sillonnent l'espace aérien nigérian. Aucun moteur tonitruant, aucune forme étrange dans les nuages, ces vols n'éveillent aucun soupçon chez la population. Pourtant, pour ceux qui gouvernent, chaque passage est lourd de sens. Imaginez, chaque matin, alors que les habitants de Lagos partent vaquer à leurs occupations, un avion discret bardé de capteurs traverse le ciel, enregistrant tout, des communications radio aux signaux téléphoniques. Chaque vol essaie comme une page d'un journal secret, écrite à l'insu de tous. Pour la quasi-totalité des Nigérians, la vie continue. Les marchés bruissent, les rues débordent de camions et la routine persiste. Mais derrière cette normalité, un acteur étranger a pris position, silencieusement modifiant l'équilibre fragile du pays. Ce scénario rappelle la situation du Chili dans les années 1970, où la surveillance américaine, d'abord discrète, a précédé un changement politique majeur. L'histoire nous apprend que les grandes puissances n'agissent jamais au hasard. Rien n'a été annoncé publiquement. Aucun drapeau inconnu n'est apparu, aucun communiqué n'a alerté la presse. Tout se joue dans le silence, à plusieurs kilomètres d'altitude, où une puissance extérieure observe, cartographie et analyse jour après jour le territoire. Ce mode opératoire, qualifié de shadow diplomacy par certains experts, consiste à influencer sans jamais se montrer. Les archives de la CIA regorgent d'exemples où l'absence de bruit était, en réalité, le bruit le plus assourdissant. À Abuja, ces vols ne sont pas un secret pour les décideurs. Mais ce que l'on ignore, c'est que de l'autre côté de l'océan, à Washington, la tension augmente. Les mots se durcissent, les avertissements se multiplient, la diplomatie se fait plus menaçante. Le ciel nigérian n'est plus un simple espace national, il devient un théâtre de rivalité internationale. Comme au temps de la crise des missiles à Cuba, chaque manœuvre aérienne est scrutée, interprétée et peut faire basculer le fragile équilibre régional. Dans le grand jeu géopolitique, rien n'arrive par hasard. Quand les États-Unis multiplient les vols de surveillance et que la pression politique s'intensifie, les enjeux dépassent de loin la simple observation. Un nouveau bras de fer s'engage, silencieux mais décisif. En 1990, lors de l'opération Desert Storm, la supériorité du renseignement aérien a permis à la coalition de prendre l'avantage avant même le début des hostilités. Aujourd'hui, la technologie a évolué, mais la logique reste identique. Celui qui sait, décide. Ce que l'on choisit de ne pas voir aujourd'hui décidera peut-être qui racontera l'histoire demain. Ignorer ses vols, c'est risquer de perdre bien plus que le contrôle de son ciel. C'est céder petit à petit sa capacité à écrire son propre destin. L'exemple de l'Afghanistan, où des décennies de présence étrangère ont fini par brouiller la ligne entre aide et domination, illustre parfaitement ce danger. Le Nigeria, s'il ne prend pas garde, pourrait suivre la même pente glissante. Mais comment ces vols sont-ils devenus possibles et qui, au juste, les autorise dans l'ombre? Pour comprendre, il faut revenir aux premiers signaux d'alerte bien avant que le grand public ne les remarque. C'est en analysant les schémas de vol, les autorisations discrètement délivrées et les réseaux d'influence entre Abuja et Washington que l'on peut remonter à l'origine du phénomène. Sous la banalité des jours nigérians, la crise enfle, insidieuse. Les indicateurs de sécurité s'aggravent de semaine en semaine. Selon les rapports de l'ONU, le nombre d'enlèvements a triplé en moins de 2 ans. Les Nigérians le savent, l'insécurité n'est plus une rumeur, mais une réalité qui s'impose à tous. À Lagos, les embouteillages persistent, les marchés bourdonnent et chaque soir, les familles se barricadent. Pourtant, derrière cette normalité, monte une tension que nul ne peut plus ignorer. Depuis plusieurs mois, l'insécurité grignote le pays, mordant de plus en plus fort. Dans le nord, des villages entiers sont parfois abandonnés du jour au lendemain de peur des attaques nocturnes. Les enlèvements massifs sont devenus la nouvelle règle. Des groupes armés multiplient les assauts du nord reculé jusqu'aux artères des grandes villes. Récemment, plus de 300 enfants ont été arrachés à leur école, un choc qui a crispé toute la nation. Un scénario qui rappelle tristement l'enlèvement des lycéennes de Chibok il y a une dizaine d'années, un événement qui avait déjà bouleversé le Nigeria et mobilisé la communauté internationale.
Devant l'ampleur du désastre, le président Bola Tinubu a dû proclamer l'état d'urgence sécuritaire. Il promet des recrutements massifs dans l'armée et la police, jurant que des mesures extrêmes suivront. Désormais, nul ne peut prétendre que la menace reste locale. C'est la nation entière qui vacille. Les médias internationaux, du New York Times au Guardian, relayent chaque nouvelle attaque, soulignant l'incapacité croissante de l'État nigérian à protéger sa population. Pourtant, alors que l'opinion retient son souffle devant les violences et les discours, autre chose se joue, loin des projecteurs. Depuis la fin du mois de novembre, des avions inconnus tracent chaque jour des lignes étranges dans le ciel nigérian. Pas d'annonce officielle, aucun drapeau, juste des trajectoires que seuls les radars et les initiés détectent. À l'instar du survol de l'Irak par des avions espions américains dans les années 90, ces vols sont la première étape d'une stratégie plus large. Ce balai aérien, discret, éveille l'attention des observateurs. Car dans les arcanes du pouvoir, un silence aussi épais n'est jamais innocent. D'autant que presque simultanément, à des milliers de kilomètres, Donald Trump adresse un avertissement. Il accuse le gouvernement nigérian d'impuissance et suggère une possible intervention américaine. Une déclaration qui, dans l'histoire récente, a souvent précédé des actions concrètes. En Libye, par exemple, des propos similaires avaient précédé la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. À peine quelques jours après ces menaces, les vols mystérieux commencent. La coïncidence est trop flagrante pour être fortuite. Pourtant, ni Abuja ni Washington n'évoquent publiquement cette présence dans le ciel. Pas de coopération affichée, pas de reconnaissance officielle. Juste une chorégraphie de plus en plus assumée. Ce schéma rappelle la doctrine du « leading from behind », agir sans se montrer, influencer sans assumer publiquement. Ce qui se joue là-haut dépasse la simple surveillance technique. C'est une nouvelle ère d'influence où l'information aérienne devient un levier stratégique. Si le Nigeria sous-estime cette dynamique, il risque d'ouvrir la porte à une ingérence masquée, sacrifiant peu à peu sa sécurité et, au bout du compte, sa souveraineté. L'histoire de l'Éthiopie, qui a vu sa politique intérieure largement influencée par la collecte massive de renseignements étrangers, est un avertissement clair. Derrière ces vols silencieux, un nouvel équilibre de pouvoir s'installe entre Abuja et Washington. Mais sur le terrain, pour les Nigérians, chaque jour soulève une question plus pressante. Qui contrôle vraiment leur ciel ? Cette question n'est pas anodine. Contrôler l'espace aérien, c'est contrôler le récit, anticiper les menaces et, à terme, imposer ses choix. Quand un jet privé relie discrètement Accra à la Floride, puis au Nigeria, ce n'est jamais anodin. Sous cette chorégraphie silencieuse, il s'agit d'un avion bien particulier, un Gulfstream version 6 modifié pour le renseignement électronique. Capable de cartographier, d'écouter et d'analyser tout ce qui communique au sol, il n'est ni commercial ni militaire officiel. Ce type d'appareil est comparable aux avions U-2, utilisés pendant la guerre froide, qui survolaient Cuba et l'Union soviétique pour collecter des informations cruciales. Ce jet appartient à Tenax Aerospace, société basée au Mississippi, experte en missions spéciales, le genre de partenaire engagé quand il faut rester invisible, sans drapeau ni communiqué. Depuis la fin du mois de novembre, l'appareil trace des arcs précis au-dessus du Nigeria. Presque chaque jour, il décolle discrètement d'Accra, traverse l'espace aérien nigérian, survole des régions entières, puis repart aussi discrètement qu'il est venu. Ce mode opératoire rappelle les vols de la CIA au-dessus du Laos dans les années 60, menés sous couvert de compagnies privées. Aucun message public, aucun rapport officiel, seulement des données de vol repérées par quelques observateurs et une fréquence qui ne laisse aucun doute. Il s'agit d'une opération planifiée, pas d'un accident isolé. Pourquoi Accra ? Ce n'est pas un hasard. Après avoir perdu l'accès à la base stratégique du Niger, Washington s'est retrouvé partiellement aveugle sur l'Afrique de l'Ouest. Cette perte de visibilité a poussé les États-Unis à rechercher de nouveaux points d'appui, comme cela s'était produit après la fermeture des bases américaines aux Philippines dans les années 90. En installant son hub aérien au Ghana, les États-Unis ont pu reconstituer en partie leur capacité de surveillance. Ce point d'appui discret leur permet d'observer sans attirer l'attention ni provoquer de réaction immédiate. Derrière la technologie, c'est aussi la politique qui s'exprime. Déléguer à des sous-traitants permet à Washington d'agir sans s'exposer officiellement. Ce schéma, appelé Plausible Deniability, a été utilisé à maintes reprises, notamment lors des opérations américaines au Moyen-Orient. C'est la logique de la dénégabilité plausible. Tout peut être nié ou présenté comme simple assistance technique. Pourtant, chaque donnée collectée, chaque conversation interceptée nourrit un tableau complexe du Nigeria. C'est sur cette image, patiemment assemblée,
que se fonderont les décisions américaines à venir. D'autres pays, comme le Pakistan, ont vécu ce type de surveillance qui, au fil du temps, a conditionné les choix stratégiques locaux. La surveillance aérienne ne sert pas seulement la sécurité immédiate. Elle façonne la perception des puissances, influence les choix stratégiques, redéfinit les rapports de force. Silencieusement, l'assistance devient dépendance. Oublier que chaque information recueillie aujourd'hui prépare les décisions de demain, c'est risquer que l'avenir du Nigeria se décide ailleurs, sur la base de cartes dont il n'a pas la clé. L'histoire du Vietnam offre un exemple flagrant. L'externalisation du renseignement a fini par rendre l'armée sud-vietnamienne dépendante des analyses américaines. Mais au-delà de la prouesse technique, une question persiste. Abuja a-t-il donné son feu vert à ces vols, ou assiste-t-on à une brèche ouverte dans la souveraineté nigériane ? Pour répondre, il faut se pencher sur les circuits décisionnels, les réunions confidentielles, les accords non publiés. Le silence d'Abuja intrigue autant qu'il inquiète. Car dans les coulisses, la pression américaine ne se limite pas au ciel nigérian. Des sources diplomatiques révèlent que des négociations intenses ont précédé l'autorisation de ces vols, mêlant promesses d'aide et menaces à peine voilées de retrait de soutien économique. Quand le silence devient la signature du pouvoir, au sommet de l'État nigérian, un accord a été scellé loin des regards. Le conseiller à la sécurité nationale d'Abuja et le secrétaire à la défense américain ont conclu un pacte discret. Aucune annonce officielle, aucun communiqué. Juste une poignée de main, dans la pénombre, tandis que l'insécurité, les enlèvements massifs et la peur sourde envahissent les foyers. Cette méthode rappelle la signature secrète des accords de défense entre les États-Unis et l'Arabie saoudite à la fin des années 40. Dans cette période de grande fragilité, le consentement du Nigeria a été extorqué sous une triple pression, celle des événements, celle d'alliés dont les moyens dépassent l'imaginable et celle d'un partenaire dont la technologie semble sans limite. Céder aujourd'hui, est-ce encore choisir ou simplement tenter d'éviter le pire immédiat ? Là où la souveraineté devrait s'affirmer, le silence officiel s'impose comme un aveu de vulnérabilité. Ce dilemme a été vécu par de nombreux pays africains lors de la décolonisation, pris entre la nécessité de l'aide et le désir d'indépendance. Ce basculement s'est fait dans l'ombre. Aucun débat public, aucune transparence devant la population ni le Parlement. Pendant que chaque jour, un avion lié aux États-Unis dessine des arcs invisibles au-dessus des régions sensibles, les regards se détournent. Ce silence n'est pas neutre, il creuse un vide où la décision échappe à la majorité. Dans d'autres contextes, comme en Égypte après la révolution de 2011, le manque de transparence a conduit à une perte de confiance durable dans les institutions. Le déséquilibre saute aux yeux. Celui qui maîtrise le renseignement détient la main. Les données recueillies ne sont pas de simples images. Elles permettent de comprendre, d'anticiper, parfois d'influencer la dynamique locale, bien au-delà du prétexte sécuritaire. À chaque vol, le Nigeria dépend davantage d'analyses extérieures, perdant peu à peu la maîtrise de sa propre réalité. Des experts en relations internationales rappellent que la France a longtemps exercé ce type d'influence en Afrique francophone, avec des conséquences parfois dramatiques pour l'autonomie des États. Accepter cette surveillance n'est pas un acte anodin. C'est la première marche d'un engrenage. Aujourd'hui, ce sont des vols d'observation. Demain, l'argument de l'efficacité pourrait servir à imposer des équipes spéciales, voire des opérations directes. À chaque étape, la capacité du Nigeria à fixer ses propres limites s'érode, tandis que la pression internationale s'intensifie et que l'accumulation de données accentue l'asymétrie. L'expérience du Mali montre qu'après l'arrivée de conseillers militaires étrangers, les opérations conjointes sont devenues la norme, réduisant l'autonomie locale. Ce consentement, arraché sans débat ni transparence, expose le Nigeria à un risque inédit. Voir sa souveraineté s'effriter, non pas en un soir, mais par effleurements successifs. Quand le peuple est tenu dans l'ignorance, quand la peur et l'urgence dictent les choix, le retour en arrière devient quasi impossible. Le pays s'engage, lentement mais sûrement, vers une nouvelle forme de dépendance stratégique. L'exemple de la République démocratique du Congo, où la présence onusienne est devenue structurelle, illustre jusqu'où peut aller cette logique. À présent, il faut interroger les leçons à tirer et examiner les véritables choix qui restent ouverts au Nigeria. L'histoire offre des pistes. En Indonésie, face à la pression américaine dans les années 60, le gouvernement a mis en place des mécanismes de contrôle interne pour limiter l'influence étrangère, tout en acceptant une aide ciblée. Ce modèle pourrait inspirer le Nigeria. Face à cette nouvelle réalité,
Le Nigeria doit décider s'il accepte l'érosion progressive de sa souveraineté ou s'il ose reprendre la parole. Mais quelles alternatives lui restent vraiment et à quel prix? Pour sortir de la dépendance, plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Renforcer les capacités locales de renseignement, diversifier les partenariats internationaux ou encore instaurer un contrôle parlementaire strict sur toute coopération sécuritaire. Celui qui détient l'image détient la réalité. Désormais, ce sont les yeux américains qui scrutent le ciel nigérian, captant chaque mouvement, chaque lueur suspecte. Loin d'un simple épisode ponctuel, la surveillance aérienne marque le début d'une présence qui s'épaissit, mission après mission, jusqu'à devenir presque invisible et permanente. Ce schéma s'est déjà vu en Allemagne de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, où la surveillance alliée s'est institutionnalisée. En quelques semaines, la bascule s'opère, silencieuse. Le récit de la crise ne se construit plus à Lagos ni à Abuja, mais à Washington, dans des salles scellées où chaque image, chaque rapport devient un instrument de pression ou de récit adapté aux intérêts de l'instant. Le vrai risque n'est pas seulement la captation de l'information, mais son interprétation, sa réécriture, au gré des alliances et des priorités étrangères. L'affaire Snowden a montré à quel point le contrôle de la narration et de la donnée est devenu stratégique. À mesure que l'on s'habitue à ce regard extérieur, l'autonomie s'amenuise. D'abord, on accepte l'expertise en pensant garder le contrôle. Puis les rapports deviennent indispensables, et chaque décision sécuritaire doit être validée ailleurs. La souveraineté fond lentement, non dans le fracas, mais dans l'habitude, jusqu'à ce que le pays perde la main sur son propre destin sans même s'en rendre compte. L'exemple du Japon, qui a dépendu durant des décennies du parapluie américain, est éclairant. L'histoire du continent est jalonnée d'exemples où le besoin de sécurité immédiate a coûté l'indépendance future. Bases étrangères, missions temporaires, accords secrets, tous ont laissé derrière eux des pays fragilisés, dépendants et moins libres. Refuser de voir cette logique, c'est accepter l'idée qu'il est normal de renoncer à décider pour soi-même, au risque d'ouvrir la porte à des interventions toujours plus profondes et difficiles à endiguer. La Centrafrique, avec la multiplication des bases étrangères, en est un exemple contemporain. Comment sortir de ce piège? Cela commence par la vigilance citoyenne et l'exigence de transparence. Il faut réclamer des explications publiques sur la vraie nature des opérations, imposer des débats, fixer des limites. Tant que le peuple ne sait pas, il subit le récit d'autrui. Mais plus il questionne, plus il exige le droit de savoir, moins il est simple d'imposer une version unique de la réalité. Des initiatives citoyennes, comme celle menée au Sénégal pour contrôler l'implantation de bases étrangères, montrent qu'une mobilisation populaire peut freiner la dérive. Fermer les yeux sur ce scénario, c'est accepter la dissolution lente de la souveraineté, sous couvert d'aide ou de sécurité. Il faut tirer les leçons du passé et refuser le rôle de spectateur. Ici se joue la dignité et la survie politique à long terme. L'expérience du Ghana, qui a négocié pied à pied l'installation de bases américaines, prouve qu'il est possible de poser des conditions et d'exiger une transparence accrue. Reste une question brûlante. À ce carrefour, quelle voie le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest choisiront-ils pour défendre leur capacité à décider seuls? L'Afrique du Sud, confrontée à des pressions similaires, a mis en place des agences de renseignement nationales robustes, renforçant ainsi sa marge de manœuvre. Le Nigeria pourrait s'inspirer de ce modèle pour regagner le contrôle de son espace aérien. L'enjeu n'est plus seulement national, il devient régional. Chaque choix du Nigeria pourrait ouvrir la voie à d'autres pays africains. La suite dépendra de la capacité collective à résister aux pressions extérieures et à inventer une réponse africaine. Une conférence régionale sur la souveraineté aérienne, réunissant les leaders de la CEDEAO, pourrait être un premier pas concret vers une solution partagée. Les yeux qui scrutent le ciel nigérian sont-ils une simple main tendue ou le signe d'un basculement irréversible? Ce qui ressemblait, au départ, à un soutien discret a lentement redessiné une frontière invisible, mais décisive, du pouvoir. Quand l'aide se matérialise sous la forme d'un regard permanent, le danger c'est que ce regard finisse par modeler, puis posséder la réalité qu'il observe. À l'image de l'Algérie coloniale, où la surveillance était vue comme un soutien mais s'est vite muée en domination, le Nigeria doit rester vigilant. Depuis le mois de novembre, ce ne sont plus seulement les Nigérians qui scrutent leur propre ciel. À des milliers de kilomètres, jour après jour, des opérateurs compilent fragments de vie, menaces, habitudes et chaos, dressant une cartographie sur laquelle le Nigeria n'a plus le contrôle total. Ce processus est silencieux. Il ne porte pas d'uniforme. Il s'installe doucement,
tissant une nouvelle dépendance presque invisible. La même logique s'est observée en Colombie, où l'assistance américaine contre la drogue a fini par orienter la politique intérieure sur le long terme. L'enjeu n'est plus seulement l'assistance militaire, ni un simple partage de renseignements. Nous assistons à un déplacement subtil où la souveraineté nationale devient négociable, parfois à l'insu même du peuple. L'histoire rappelle que la dépendance stratégique ne commence jamais par des chaînes éclatantes, mais s'infiltre par la routine, la facilité, la promesse rassurante d'une sécurité venue d'ailleurs. La Roumanie, à l'époque du pacte de Varsovie, a vu sa politique dictée par Moscou, sous couvert de coopération militaire. Mais à quel prix acceptons-nous cette protection ? Autoriser d'autres à surveiller notre espace vital, c'est leur céder, peu à peu, le fil de notre récit national. C'est risquer de voir nos urgences, nos vulnérabilités, servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Quand la réalité du terrain nous échappe, il devient plus simple pour des puissances extérieures d'imposer leurs solutions, de suggérer une vision de l'avenir façonnée selon leur logique. Pour éviter cela, certains experts suggèrent la mise en place d'un organe indépendant de contrôle du renseignement, composé de membres de la société civile et de parlementaires. Le silence au-dessus de nos têtes, ce consentement discret, sont autant de signaux d'alerte. Le Nigeria, comme tant d'autres nations africaines, se trouve à la croisée des chemins. Préserver le droit de décider, de surveiller, d'interpréter, ou bien laisser d'autres juger, intervenir, modifier la trajectoire nationale sous couvert d'aide bienveillante. Chaque génération a été confrontée à ce choix, et l'avenir dépendra de notre vigilance collective. L'histoire récente de l'Afrique est jalonnée d'exemples où l'assistance extérieure a camouflé une prise de contrôle lente mais profonde. Chaque reconquête de souveraineté s'est révélée coûteuse et douloureuse. Il ne s'agit pas de diaboliser la coopération, mais de rappeler que la vigilance active est la première condition de toute liberté authentique. La Tunisie, après le printemps arabe, a dû instaurer des garde-fous pour éviter le retour à une dépendance dissimulée sous l'aide étrangère. Alors la question nous est posée à tous. Sommes-nous prêts à céder, même partiellement, les clés de notre avenir à des puissances extérieures, ou allons-nous exiger ensemble la transparence, la consultation, la responsabilité chaque fois qu'il était question de nos cieux, de notre sécurité, de notre destin collectif ? La mobilisation citoyenne, les pétitions, les débats publics et les contrôles parlementaires sont autant d'outils à notre disposition pour préserver notre autonomie. Le véritable enjeu n'est pas la technologie ni la puissance militaire, mais le droit fondamental de chaque peuple à décider qui observe, qui sait et qui agit en son nom. Abandonner ce droit, c'est accepter de devenir spectateur de sa propre histoire. Il nous revient d'en prendre conscience, d'en débattre et de choisir collectivement la voie à suivre. Car au bout du compte, c'est la capacité à écrire notre propre récit qui déterminera si demain, le Nigeria sera acteur ou simple figurant sur la scène internationale.